21 juin, j'aurais voulu te dire merci. J'aurais voulu te dire merci, mais je n'ai jamais trouvé une raison de le faire. J'aurais voulu te dire merci, mais je n'ai pas réussi à trouver le bon moment. Je ne sais pas, ou j'ai oublié comment dire merci et le dire sincèrement, non pas un merci formel comme ça, protocolaire, simple, simple mot qu'on jette sans, qu'on envoie comme ça sans, sans que ça tire à conséquence. Je te remercie, mais ça s'arrête là. Ça va pas plus loin. Faut pas compter sur moi pour quelque chose de plus que cela. Je te remercie. D'accord? C'est bon. J'ai j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Tu m'as rendu un service, je t'ai rendu grâce à toi. Je t'ai loué. C'est terminé. C'est fini. J'ai plus de raison de te louer, de te remercier, de te. Mais j'aurais voulu avoir un merci plus profond, un merci plus durable, moins sujet à moins sujet à moins sujet à des à évaporation, plus oui, quelque chose qui m'aurait accompagné. Merci pour ce que tu as fait, ce que tu as dit, pour ce que tu es, simplement, pour ce que tu m'inspires, pour l'horizon que tu m'ouvres. Merci pour les raisons que tu me donnes de qui me poussent à m'accrocher quand j'ai envie de vraiment décrocher, de laisser tomber. Je me rappelle tes mots. Pourquoi tes mots à toi et pourquoi pas les mots de quelqu'un d'autre. J'aurais aimé, mais là c'est pure fiction. J'aurais aimé pouvoir te dire merci éternellement. Quelque chose que j'écrirais dans avec des étoiles. J'alignerais les étoiles, il y aurait ton nom et puis merci à toi. Et je mettrai ton nom après. Un merci personnalisé. Ainsi comment j'ai réorganisé le ciel, la voûte, la voûte céleste, juste pour te rendre hommage. J'aurais voulu que je te sois redevable éternellement, qu'il n'y ait rien qui puisse venir un peu ternir cette reconnaissance. Reconnaissance du cœur, reconnaissance du corps, reconnaissance de l'esprit, reconnaissance par-delà le temps, par-delà nos conditions, ma condition d'être en mouvement. Peut-être quand j'aurai quitté ce corps ou quand je continuerai de te remercier, même si je n'ai plus tellement les moyens de l'afficher, mais je continuerai. Mes atomes auraient pu poursuivre cette noble tâche de te, de te garder place
une place spéciale. J'aurais voulu que tu sois plus que ce que j'ai pu désirer, souhaiter, encore plus, que tu m'aurais totalement assommé, mais anéanti par tes actes, par tes mots, parce qu'à chaque fois que tu parlais, tu faisais jaillir quelque chose d'extraordinaire, quelque chose à laquelle je ne pouvais pas m'attendre. Tes jugements, tes considérations, ton regard, c'est de, c'est, ce sont des pures merveilles. J'aurais voulu partager avec toi tous les moments, évidemment. Je t'aurais appelé, mais appelé pour te demander, pour t'offrir ce que je suis en train de manger avec délectation. C'est vrai, j'ai fait des choses un peu à l'imitation de ma mère et c'est plus ou moins réussi. C'est plus réussi que mal, que pas réussi. Et voilà. Et il me vient à l'esprit, il me vient l'envie de t'en passer un morceau, le plus beau. Si la chose que j'ai réussi le mieux, elle est à toi. J'aurais voulu te dire un merci sur tous les temps. Sur un ton doux, sur un ton... Et puis sur un ton tout à fait tonitruant. Voici que le tonnerre qui gronde et ce que tu entends comme réverbération, ce sont les mots de mon remerciement. J'ai besoin que ça soit spectaculaire, comme que ça soit très confidentiel entre toi et moi, mais aussi j'aimerais faire ça, entendre ça à tout le monde. Écoutez bien, ce cri-là, assourdissant, c'est bien un merci. J'aurais voulu, avec ou sans affectation, il est possible que j'en fasse, que j'en aurais fait un peu trop, que j'aurais un peu rajouté, mais quand c'est bon, quand ça fait plaisir, quand c'est fondé, oui, j'aurais voulu. Mais il y a toujours quelque chose. Alors, quelquefois, ce n'est pas une chose, ce sont plusieurs choses qui sont venues un peu perturber cette, ce désir-là, un peu entrer en... créer une forme de dissonance, là où j'aurais voulu qu'il que de l'assonance. Oui, je pense à toi et en dissonance. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons toujours cette question qui nous... comment dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas été... Qu'est-ce que je n'ai pas pu entrevoir? Quelque chose en toi que j'aurais dû saisir.
J'aurais dû comprendre que tu n'étais pas parfait très vite. Pourquoi j'ai attendu longtemps avant de me rendre compte? À mes dépens, évidemment, car j'aurais voulu. J'avais besoin. J'avais besoin de quelqu'un un peu pour avoir cette... pour laisser... pour laisser s'exprimer cette volonté de m'infioder à toi, à quelqu'un. Oui, j'ai besoin de me dire, je ne me suis pas fait tout seul. Il y a quelqu'un qui a été d'une contribution et quelqu'un qui m'a aidé de toutes les manières possibles. C'est vrai, je ne sais, il y a des moments où tout se mélange. J'ai été dans le monde des mots, mais je ne savais pas si c'était toi qui m'y a fait entrer ou c'était moi suite à quelque chose de très personnel et qu'en fait, quand on s'est rencontrés, on était déjà intéressés par la même forme, les mêmes formes d'expression. Un peu une manière d'isoler des mots, de leur conférer un statut à part. Si un désir d'esthétiser, un désir de détacher les mots de leur contexte et puis de les faire intégrer d'autres contextes. C'est vrai, cette quête éternelle du bon mot, du mot euh, qui, euh, qui fait, comment dire, qui fait, en fait, oui, être poète, ça n'a pas tellement d'intérêt. Être là, d'une façon un peu moins ordinaire, parler du ciel éternel, parler du ciel changeant, ciel qui est toujours là, mais qui est inaccessible. Cette dimension de la réalité qui nous fait face, de quoi est composé le ciel, quels sont les habitants du ciel, pourquoi ces couleurs, pourquoi ces nuances, pourquoi nous n'avons pas la peur, cette peur qui aurait pu être justifiée d'avoir un ciel, pour dire, on aurait pu se dire, tiens, le ciel pourrait nous écraser, nous tomber sur la tête. Le ciel partout présent et pourtant pas oppressant. Il symbolise au contraire une forme de liberté. Le ciel est immensément ouvert à, à toutes les visions. Je vois une chose, puis quand j'arrête de la voir, j'en vois une autre. Et je vois mes mots euh, qui, euh, qui apparaissent comme ça, puis qui disparaissent. Je vois la naissance des choses, des êtres, avec des formes distinctes, puis avec des formes un peu moins distinctes. Je vois, j'interprète, j'établis des relations, des rapports. J'aurais voulu te remercier pour cela.
pour ce sens, ce sixième, ce septième, ce huitième, ce neuvième, ce dixième, ce onzième sens, peu importe, ce sens supplémentaire dont je me trouve doté. Oui, j'aime la compagnie des mots quand je me sens dans l'incapacité de partager avec quelqu'un. Je préfère la compagnie des mots à la compagnie des gens. C'est vrai que les mots ne sont pas toujours très, très à mon écoute. Quelquefois, ils s'amusent à mes dépens. Ils me jouent des tours. Mais ça va. Je m'en accommode. Ce n'est pas réellement quelque chose qui fait mal. Je ne peux pas dire. Tiens, je me souviens de la perfidie d'un mot, de la violence d'un mot. Oui, je peux me souvenir de la violence d'un mot dit par quelqu'un d'autre, et pas par moi. Oui, quelqu'un me dit un mot. Bon, peut-être c'était pas seulement un quelqu'un, mais plusieurs quelqu'un. Ils m'ont dit des mots. Vous savez qu'on dit les choses un peu facilement. Pas toujours besoin de calculer, de doser. On croit que les mots ne font pas d'effet. Alors on les jette comme ça, on les, on les disperse. Et toi, tu vaux pas un pet. Toi, tu n'as aucune qualité. Oui, des mots comme ça, et puis d'autres encore, et des choses beaucoup plus que j'ai pas envie de sortir là maintenant, parce que je trouve que ce n'est pas très indiqué. Oui, va, on m'a expulsé du paradis, puis m'a poussé dehors. C'est vrai, on m'a donné des mots pour pouvoir m'en sortir. Mais les mots ne font pas tout. Je suis toujours perdu dans cette terre, ou dans cette terre, peu importe, inhospitalière. Je souffre. J'ai la nostalgie de mon paradis perdu. Non pas miltonien, mais un paradis perdu. Peut-être perdu déjà à ma naissance, quand j'ai quitté le ventre maternel. Forcé, sûrement forcé. Pas au forceps, mais forcé, quand même. On a dû. Finalement, ma mère m'a expulsé hors d'elle, répondant cela à une injonction inscrite en elle. C'est comme ça que les choses se passent. On décide rarement des choses comme ça. On est poussé, on accompagne un peu on assiste aussi en spectateur, un peu à l'exécution d'un programme génétique, biologique, physiologique, tout cela ensemble, ainsi. Qu'il faut se débarrasser de ce poids. Non pas mort, mais c'est un poids. Pour s'en débarrasser, il faut l'avoir à l'extérieur. C'est fini le temps de l'intériorité. C'est fini le temps de la cohabitation l'un dans l'autre. Et on devient un plus un, mais pas l'un dans l'un. Je n'étais plus moi dans ma mère, mais j'étais moi à côté de ma mère. Même si à un moment, j'imaginais le monde, je pouvais imaginer que j'étais ma mère. Mais je ne peux pas être, je ne pouvais pas être ma mère. Alors j'aimerais trouver
de quoi remercier ma mère, puisque c'est l'être, comme on dit facilement, l'être le plus important. Bien sûr, c'est un peu limitatif. On voudrait avoir plusieurs êtres importants, pas seulement une ou deux, une multitude d'êtres. Car ça, c'est important d'avoir comme ça quantité de contributeurs, quantité d'aidants, quantité d'intervenants, quantité de gens qui déterminent votre, votre état futur. Il y a mon arrière-grand-mère, mais elle est partie, mon arrière-grand-mère. Je ne me souviens pas d'elle. J'ai cru me souvenir d'elle, mais évidemment, ce n'est pas un vrai souvenir, c'est un souvenir. Oui, ça ne se mélange pas, la réalité ne se mélange pas avec l'imagination, mais quand même, il y a une part, quelque chose dans la photo qui n'est plus visible. Il reste un peu quelque chose, mais la photo est corrompue. Il lui manque des morceaux. Le portrait n'est plus tellement, on peut le voir plus ou moins, mais le portrait a été, a été touché, entaché par quelque chose. Cette corruption qui attaque les objets les plus précieux, les souvenirs que vous avez en vous, sauf à de rares exceptions où vous avez accès à quelqu'un que vous avez rencontré il y a une éternité, et cet être, il vous revient dans une forme de vivacité et d'inaltérabilité assez, assez étonnante. J'aurais voulu pouvoir te remercier, t'être redevable. Je suis redevable, mais c'est tellement facile de déclarer reconnaissance éternelle à la mère. Cela va de soi. Souvent, cela ne va pas de soi tout le temps. Car peut-être qu'on aurait aimé avoir une mère différente. Une mère autre. Comme on pourrait avoir envie d'avoir un Dieu autre. On est né dans un environnement dans lequel il y avait un Dieu. Il y a toujours un Dieu. Ce Dieu-là, il ne nous convient pas tant que cela. Il y a de grandes cases qui restent vides. Et ce Dieu-là ne remplit pas toutes les cases. Il nous laisse un peu avec nos questions, avec nos attentes, avec nos suppliques. J'ai beau, voilà, donc supplier Dieu, mon Dieu ou les dieux de mon groupe, et pourtant, je n'ai jamais, j'ai prêté l'oreille, pourtant, je n'ai pas entendu la voix de Dieu me répondre. Ma mère. Donc j'aurais voulu être redevable pour beaucoup de temps. Le temps de conscience, le temps de lucidité. Ça ne m'aurait pas coûté, évidemment, puisque je l'aurais fait, j'aurais fait de moi-même, pas forcé du tout. Il ne s'agit pas là d'un devoir ou d'une chose à laquelle on serait forcé de se plier. Il ne s'agit pas là d'un ordre, ni d'une injonction, ni d'une... Il s'agit simplement d'une possibilité qui m'est offerte. Je vais rester
je vais te rester, je vais me vouer à toi, euh, et je chanterai tes louanges, et j'entretiendrai ta mémoire. Et là où tu es, peut-être, dans un lieu obscur, j'essaierai de t'envoyer de la lumière. J'essaierai de te rassurer. Essaie de voir les choses, comment dire, et essaie de voir les choses d'un peu plus grand. Ne te, ne te focalise pas trop sur les contingences. Essaie d'ouvrir un peu ta, 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 comment dire, ta vision des choses. Essaie de la rendre la plus grande possible. Essaie de voir comment tout cela est relié, comment nous apparaissons, nous disparaissons sans réellement disparaître. Nous faisons, nous faisons, nous faisons pas preuve de présence, mais nous passons du temps dans un endroit. Et puis, quelque temps après, nous sommes un peu transportés pour être mis ailleurs. C'est vrai que nous pouvions ne pas l'avoir, comment dire, refuser tout cela. On ne nous laisse pas le choix. Et puis, là où on va être mis, ce n'est pas digne de notre standing. Il n'y a rien, c'est sous terre, livré à toutes les mandibules qui dans le voisinage, livré à l'appétit, à la gourmandise de, ces, de ces êtres affamés qui dont le mets favori est la chair faisandée, la chair, ma chair, ta chair faisandée. Alors comment ça tient ce truc? Il y a dans la fabrication d'un propos, il y a toujours, on aimerait pouvoir à un moment donné coller à ses sentiments. Le sentiment apparaît durant une courte période et donc le fait de l'entreprendre le fait durer plus que ce qu'il aurait pu durer si on ne l'avait pas traité par la parole. Donc on fait comme une forme de fixation. Or les choses ne sont pas comme ça. Quelque chose nous traverse, puis une autre, et une autre, et une autre. C'est vrai, parce qu'on est stimulé par des choses différentes, parce que là aussi, le fonctionnement de la mémoire, le fonctionnement des souvenirs, les choses qui émergent et les choses qui n'émergent presque jamais, les choses qui émergent puis qui sont poussées de côté par d'autres. Voici une série d'émergences, mais qui ne sont pas toujours liées les unes aux autres. Émergence. Et c'est vrai, on voudrait partir avec quelqu'un, pas seulement à la quête des mots, mais à la quête d'un sens. Mais pas le sens que nous quêtions quand nous étions au début de notre parcours. Là, c'est quelque chose qui commence à être. On a du matériau suffisamment, en tout cas et puis on a une manière, on a une forme d'expérience dans
le rapport à ces mots et à la recherche de sens. Et voilà, on pense que notre travail là-dessus va être un travail en profondeur et non pas en, un peu en superficialité. Là, on va vraiment entrer. Étant entendu que tant qu'on a un peu de présence d'esprit, ce rapport au sens va encore se modifier, mais ça m'étonnerait qu'il se modifie dorénavant, il se modifie en profondeur. On a pris une forme de résolution, on a une sorte de euh, un produit, quelque chose qui a été élaboré, et voilà, c'est posé devant. Le sens, il n'y a pas de sens. C'est décidé une fois pour toutes, ça tient lieu d'une vérité immanente, une vérité... Oui, il n'y a pas de sens. La recherche du sens n'a pas de sens, n'a pas d'intérêt, n'a pas de... Et malgré ça, malgré le fait que les choses ne puissent ne pas avoir de sens, malgré tout, il faut quand même faire. Car dans le fait de faire, il y a peut-être la possibilité de tomber sur quelque chose. Ah, je voulais rendre, hier j'y pensais, je voulais rendre hommage à un cheval, euh, un cheval qui, comment on appelle ça? Non pas un cheval de trait, mais un cheval qui, de labeur, je sais pas comment on dit, mais un cheval qui tirait une charrette et un jour, comme ça, dans le lieu où se trouvent un peu rassemblés tous les épiciers, enfin les parfumeurs, comme on dit en arabe, la tara. Donc, sur la tara, un cheval glisse et tombe. Un cheval. Donc, une certaine corpulence. Pas un âne, pas un mulet, un cheval. Et voici que ses entrailles, je vois ses entrailles dehors. En tant qu'enfant, c'est un spectacle assez difficile, assez insupportable, mais c'est un spectacle qui s'inscrit évidemment pour toujours. On peut voir comme ça un être humain avec, avec ses entrailles d'or, mais on va dire tiens, on peut le recoudre. Et un cheval. C'est une, non pas une métaphore, une image, une représentation de ce qui y est impossible de... J'ai jamais vu comme ça un cheval avec les viscères exposés comme ça, à l'air libre, ni au cinéma, ni rien. Un cheval tombe, un cheval se blesse, d'accord, à la patte, on lui tire une balle dans la tête. Tout cela, toute cette scénographie, toute cette narration, mais un cheval, comme ça, un cheval peut être blessé, je ne sais pas comment on peut appeler ça, les chevaux quand les chevaux que les manifestants, les gens euh, justement vont cisailler, on va essayer de couper pour empêcher le cheval justement de charger. Mais là, il s'agit d'autre chose, d'autre chose. Et voilà un aspect. J'aimerais pouvoir penser à ce cheval toute ma vie. Je lui suis reconnaissant de m'avoir un peu donné, malgré lui, évidemment, cette image d'une de forme, une fin qui est extraordinairement compliquée. Les êtres nous offrent quelque chose souvent par voie, de façon totalement indirecte, totalement
sont inattendus. Si, il y a une vision, d'une, une vision, une introduction dans un monde comme ça, évidemment, très déstabilisante, très affectante, toujours affectée d'une façon ou d'une autre par cette vision. Oui, le partage. Pour parler du partage. Le partage dans une forme de communion. Euh, Utilisons le terme, nous n'ayons n'ayons pas peur, n'ayons pas peur d'utiliser ce mot très chargé, etc. Communion, communion. J'en ai parlé hier, je vois une forme de communion dans cet exercice de sociabilité auquel se livrent les primates, dont nous faisons partie évidemment. Les primates, un terme impropre, les primates. Les primates, les primaires, les premiers, les primitifs, etc. Toute cette sémantique qui doit être changée. Et évidemment, là, le travail et normalement, c'est d'autres qui doivent le faire. Il faut cesser de... Je ne sais pas si c'est bien enregistré parce que le micro a été assez réduit, le son a été assez réduit et moi je parle bas. Donc je ne sais pas si l'enregistrement est bon. En tout cas, ce n'est pas grave. On perd des mots et c'est pas la fin du monde. Ce n'est pas une catastrophe universelle. Après tout, les mots ne servent à rien. Les mots n'amènent nulle part, ne font pas accéder à une meilleure conscience de soi et des autres, de l'univers, de ceci, de cela. Rien. Rien. Oui, on devient un peu familier des mots, bien sûr. Une forme de... on acquiert une forme de compétence, on sait comment faire, comment aligner des mots, on n'a pas peur de se lancer dans des sortes d'épreuves comme ça, de longue haleine. Voilà, on peut partir pour 1 heure, pour 2 heures, pour 3, pour 4, et pourquoi pas pour 5, et peut-être un marathon des mots qui durerait d'un PC, etc., à parler jusqu'à remplir des centaines de gigas, pourquoi pas. On peut faire des choses comme ça. Simplement, nous devons faire l'expérience continuelle d'une forme de séparation, non pas d'une communion, mais d'une forme de décommunion. Nous n'arrivons pas à instaurer une forme allez, nous n'arrivons pas à instaurer une forme d'aller et venir entre nous et les autres. Donc il est possible, quand je parlais dépouillement ou dépouillage, je ne sais pas, le fait d'enlever les peaux, cet exercice qui, quelque part, pour moi, se rapporte à l'exercice d'une absolue, comment dire, c'est la manifestation d'une absolue confiance dans l'autre et surtout et d'une absolue et d'une relation de sublime, de sublimité, une relation. Voilà comment se manifeste le lien qui unit 2 êtres. Ça se manifeste, ou plusieurs êtres, un groupe. Voilà, voici comment ça peut se manifester. Dans cette chose que l'autre vous offre
dans ce don de soi qui n'a pas son équivalent. Je ferme les yeux, je suis dans une forme de conscience et un bonheur, un sentiment de joie, mais une joie très douce, pas du tout exubérante, une joie tranquille et un bonheur qui n'a pas besoin de mots, justement, pour qu'il soit visible et perceptible. Je suis dans le meilleur des cas possibles parce que mes traits le montrent, les attitudes de mon corps, un relâchement comme il est rare d'en voir. Je transpose ça évidemment de ce que j'ai vu chez les 10 primates, mais aussi d'une expérience personnelle qui remonte à il y a très longtemps. Aujourd'hui, le problème, le rêve absolu, c'est d'être touché par quelqu'un ou d'avoir envie de toucher quelqu'un. C'est les deux en même temps. Toucher d'une certaine façon, de cette façon qui vous fait ressentir le toucher. Et pas, quelquefois on est touché par des gens, mais ça ne nous fait rien. Donc, mais par contre, j'aimerais revenir à ce moment pendant lequel quelqu'un était en train de m'inspecter le cuir chevelu. Il y a aussi quelque chose de semblable quand quelqu'un vous perce les boutons sur le visage, les boutons noirs, que quelqu'un vous regarde dans l'oreille pour voir s'il n'y a pas trop de comment on appelle ça, cérumen ou je sais pas quoi. Voilà, quelqu'un qui s'occupe de vous. Et apparemment, au niveau du cuir chevelu, il doit y avoir des récepteurs qui ne s'activent que dans certains moments, quand quelqu'un vient, soit pour vous mettre ses doigts sur le cuir chevelu, dans les cheveux, et commencer un peu à faire des petites pressions tout douces, ou alors carrément pour fouiller à la recherche de la lente, à la recherche du pot père ou du pot mère. Et ce n'est pas... Ça peut être utile, hygiénique, comme on dit, mais ça va au-delà, bien entendu. Quelqu'un qui s'occupe de votre bien-être. Oui, et c'est là comme je retrouve un peu une façon de remercier quelqu'un qui m'a procuré cette joie dont je continue de me nourrir, que j'ai réactivé ce souvenir, et cette réactivation me sert un peu, me permet de ne pas me sentir totalement inerte. Je revis à travers ces moments-là. Donc je voudrais remercier, les gens remercient, je remercie un tel, je remercie un autre, je remercie. Voilà, donc je vais arrêter, c'était quelque chose d'assez particulier, ça a pris ce tour-là, je ne sais pas ce que ça a donné au niveau de l'enregistrement. Donc dans le fait d'accompagner les mots, de toujours faire corps avec les mots, bien entendu, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours un motif central qui vous fait en sorte aller et venir, comme si autour de quelque chose on tresse des formes et d'autres, mais au départ il y a un peu comme ce néclus qu'on plonge, qu'on met dans les chairs, à l'intérieur des chairs d'une coquille, enfin d'un être marin,
je ne sais plus comment on appelle, les coquilles perlières, enfin pas les coquilles, mais les huîtres, voilà, qu'on glisse et finalement, ce nucléus, il va y avoir toute une série de couches de nacre qui vont être superposées. Alors, donc, le départ, c'est un corps étranger, étranger à vous, étranger à votre histoire, étranger à votre intériorité, mais qui finalement, mais vous allez l'intégrer ou alors essayer de le neutraliser, peu importe, mais vous allez vous en occuper. Ça va devenir important pour vous. Avec le temps qui passe, donc plus ça va, plus la chose va devenir importante. Voici donc la série des motifs, des entrelacs et des figures va en s'agrandissant. Peut-être en s'enrichissant, en se complexifiant, etc. Et chaque être, évidemment, comme chaque nucléus, va peut-être avoir une forme, une couleur, une sorte de nuance chromatique différente. Il ne peut pas y avoir de noir pareil peut-être, ou de rose pareil. Chaque fois, voilà donc autour de quelque chose, d'une forme de mât, autour duquel on va commencer un mât central autour duquel on va construire, on va disposer plusieurs choses au fur et à mesure, et quelque part avec le temps, les choses mises en place vont voir se rajouter d'autres choses et ça va devenir très grand, très 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 grand. Mais au départ, le poteau central, qu'il soit un totem ou pas, le poteau central est essentiel pour matérialiser le point, la centralité. Et voilà donc quelque part comment l'on peut dire et réussir à le dire ou ne pas réussir à le dire. On est dans un monde où quelquefois il faut de peu dans cette comment dire, relation que nous avons avec nos émotions, avec ce qui nous touche fortement et ce qui nous touche moins fortement. Souvent, on est facile, on est assez simple à orienter. Si je fais quelque chose qui va te faire plaisir, il est possible que tu partes dans une direction. Si je te contrarie ou si je ne suis pas du tout attentif ou réceptif à ce dont tu pourrais avoir besoin à ce moment-là, là aussi, je te lance sur une piste, sur un chemin. Et ce chemin peut être le chemin de la renonciation, du renoncement. Il est possible que ça prenne des proportions insoupçonnées. Aussi que je rejette toute l'humanité. On peut dire que c'est venu au bon moment, au moment où j'avais déjà, bien sûr, mis en place tout un dispositif. Et toi, tu as été un peu l'étincelle qui a fait un peu partir tout cela. Qui a fait flamber. Après, évidemment, un feu, je supprime tout. Je fais appel au feu pour tout effacer, toute trace, plus rien. Toute trace de ce que j'ai construit, ce que d'autres ont construit, il n'y a plus rien. Ouais, les choses changent. Je reviens juste à l'espace sonore qui est monopolisé, qui est devenu le terrain de jeu d'adolescents, de post-adolescents ou de jeunes adultes, peu importe, c'est la même chose. Et que finalement, c'est assez particulier. Ce n'est pas le terrain pour aller, c'est pas
le bon lieu pour aller en fait proposer des choses comme finalement les, les, les comment s'accompagner, comment dériver avec les mots, comment errer avec les mots. Comment errer tout simplement, non pas errer de je ne sais quel concept inventé, mal inventé, pas du tout. Errer, l'errance, comme une attitude, comme une forme de philosophie, comme une forme de conduite. On erre, on passe d'un lieu à un autre, d'un foyer à un autre, d'une langue à une autre, d'une vision, on erre d'une vision à une autre. On erre même dans son propre errement, on est perdu dans son errement, on ne sait plus où on va, on ne sait plus quelle direction prendre. On erre sans carte, sans plan précis, sans rien. L'errance ne supporte pas que l'on essaie de la domestiquer, de la contrôler, de la modeler. Il ne s'agit pas d'une attitude esthétique, d'une attitude simplement comme ça, intellectuelle. Il s'agit d'une errance beaucoup plus profonde, une errance du corps, une errance de l'identité, dans le sens où je n'arrive pas à me stabiliser dans une forme, où je n'arrive pas à me définir selon des considérations d'autres. Je suis mouvant, je suis mouvant, je suis changeant, je suis je nomadise, je me déplace, je bouge, bouger entre les lignes, bouger entre les identités, bouger entre les apparences, bouger entre les mots, bouger entre les évidences, entre les choses à laisser, les choses à garder, entre un propos et un autre, bouger. Donc voici, donc il reste peu de temps avant que j'arrive à 1 heure. Je voulais m'arrêter à 45, donc je continue jusqu'à 1 heure. Alors que je n'ai plus tellement de combustible, j'ai plus tellement de matière, mais je vais quand même, ou de matériaux, je vais quand même continuer. Je me rappelle toujours cette histoire, alors finalement comment faire avec... J'ai beaucoup grandi avec l'idée de gens possédant le pouvoir de lire dans les esprits. Il est évident que c'est en parlant maintenant, alors en fait j'y pensais depuis quelque temps, et donc là ce que je vais dire c'est la conclusion un peu de ce que j'ai plus ou moins déjà ressenti il y a un certain temps. Le fait de pénétrer à l'intérieur d'un autre n'a que peu d'intérêt, puisque fondamentalement on ne peut pas recueillir une image fixe. Les choses bougent, et fondamentalement il doit y avoir une forme il va falloir courir derrière l'autre pour capter ce qu'il est en train de penser. En fait, on aime les gens dans une forme on aime un peu que les gens nous apparaissent sous une certaine... nous apparaissent, mais pas dans leur totalité, pas dans toute leur vérité intérieure. Il y a des choses, on aimerait ne voir que certains aspects presque choisis, expurgés, voilà, quelque part, je veux le meilleur, je veux pas le quelconque,
le pas bien formé, la chose un peu disgracieuse, un peu oui, j'aime, mais j'aime pas tout. Je peux pas tout aimer d'une personne, je peux pas tout aimer en moi. Il m'arrive, évidemment, comme à tous, il m'arrive de partir dans des sortes de dérives. Là, je glisse dangereusement vers des choses. Mais ça, je sais, ça me rappelle à quel point je ne peux pas prétendre à une quelconque, comment dire, à une quelconque, quelconque différence. Je suis semblable aux autres parce que j'ai ce type d'écho en moi et je suis pas l'être que je pourrais laisser voir. Je suis un être peut-être un peu plus étroit d'esprit, un peu moins ouvert sur la diversité, sur la différence et quelque part. Mais je sais, cette chose-là, elle est en moi. Je pourrais même dire, elle est à moi. Mais il n'y a aucune chance pour que je la laisse sortir et aller librement. Je la maintiens sous contrôle, camisolée. Elle ne pourra pas s'exprimer, elle ne pourra pas avoir droit à la parole, à sortir, à passer par ma bouche. C'est évident. Donc, il y a... Alors, j'essaie d'arriver à 1 heure, c'est pour ça que je peine un peu, mais c'est comme ça. Donc, communiquer... En fait, quand j'ai parlé de la télépathie, en fait, il y a des choses qui ne sont pas formées, qui ne sont plus tout à fait nettes. Et des choses, en fait, qui ne tiennent pas, qui sont en perpétuelle modification. Et j'ai tendance à penser que la vitesse de la pensée est supérieure à la vitesse de la lumière. Et qu'elle a aussi un caractère temporel, que la vitesse de la pensée peut nous transporter dans l'espace, mais aussi dans le temps. Et comment je peux, par exemple, passer d'une situation à une autre, avec quelle rapidité, cette rapidité m'étonne, et comment je peux me situer dans les diverses stations de ma vie, voilà, ma mémoire, je peux comme ça décider d'aller rendre visite à moi-même ou à quelqu'un que je n'ai vu il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, je peux comme ça. Donc l'idée de saisir une image claire et nette, donc ça serait toujours quelque chose de flou. On n'aurait que des images floues et des images sans possibilité d'interprétation. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans la tête. Mais entendre les gens parler de façon très claire, et distincte, bien articulée, bien... Voilà, là c'est mieux. Que les gens fassent l'effort de parler de façon audible, de s'exprimer de manière à être compris. Et voilà, je mets toujours le moment qu'on met à envisager ou à penser à une chose et le temps de l'émergence ou le moment où cette chose est entendue et il se passe quelque chose. Donc c'est ce temps un petit peu, et on entend un peu là. On a peut-être une idée, j'en sais rien, mais c'est difficile de la traduire dans le mot, d'où une forme de ralenti et d'hésitation. Alors, il est possible qu'on n'ait rien de précis à dire et qu'en fait, ce qui vient, c'est quelque chose
qui n'a rien à voir avec nos pensées intérieures. C'est une chose qui est amenée uniquement peut-être par l'écho. La phrase précédente laisse un écho et donc la phrase qui vient la relayer finalement s'aligne sur cet écho et voilà, une série d'échos. Mais ma pensée à moi intérieure là-dedans, elle existe, c'est sûr, mais 20%, 22%, 31%, pas plus. Je ne suis pas présent de façon dominante ou prédominante dans mes paroles. Après, une fois, si je me mets à parler de Dieu, il y a toute une série d'engrenages. C'est comme ça. Je ne maîtrise pas. Après, je peux dire arrête, parce que là, tu risques d'aller... C'est bon, t'as assez parlé de Dieu, ça suffit, t'as assez... tu te familiarises, ça ne te suffit pas. Ce moment de familiarité avec Dieu, ça suffit. Ça suffit, toute cette familiarité, elle est indécente, elle est un peu... voilà. Donc je suis obligé d'abandonner parce que je suis raisonnable, je me raisonne. Donc voilà, et je m'arrête là. Évidemment, j'ai fait 1 heure un peu difficilement, mais j'espère que ça va être audible. À bientôt dans une autre